La majorité des couples mariés remplissent leur W4, le formulaire W4, de manière incorrecte et cela leur coûte cher chaque année. Dans cette vidéo, je vais vous guider étape par étape afin de les remplir correctement en toute conformité. Let's go! Alors, le W4 est un formulaire que votre employeur vous remet lors de votre embauche afin que vous puissiez lui fournir les informations nécessaires qui lui permettront de déduire certaines obligations, y compris vos taxes ou impôts sur les revenus. Alors, ces formulaires vous est remis soit de manière électronique, soit en format papier. Mais peu importe le format, le contenu reste le même. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la première étape où il s'agit de remplir les informations personnelles. Signalons que nous sommes en train juste d'utiliser des informations fictives, des personnages fictifs, juste pour le besoin de la vidéo. Aucune information ne correspond à une situation quelconque ou personnelle. Le prénom de notre personnage, Andy, la case nous dit First name and middle initial. Donc nous allons commencer par le prénom et l'initiale du deuxième prénom ou le post-nom comme certains l'appellent. Et le last name pour le besoin de cette vidéo. L'adresse, c'est juste une adresse fictive. Dallas Parkway, City of Dallas, Texas 75340. Et les Social Security aussi, juste une information fictive. Alors, pour le besoin de cette vidéo, vu que nous sommes en train de parler d'un couple marié et qui décide de faire leur déclaration conjointement, nous allons sélectionner Married Filing Jointly. La première étape ici, vous devez remplir vos informations telles qu'elles sont indiquées sur votre carte de sécurité sociale. Et si votre statut fiscal est différent des Married Filing Jointly, je vous signale aussi que j'ai notamment des vidéos dédiées pour chacun des statuts. Que vous soyez single ou head of household, il y a des vidéos spécialement pour chacun des statuts. Alors, nous allons à la deuxième étape. Alors, la deuxième étape est réservée aux personnes mariées et à celles qui ont plus d'un emploi. Et pour cette vidéo, nous allons examiner deux scénarios. Le premier scénario serait un foyer qui n'a qu'une seule source de revenus, c'est-à-dire qu'un seul de conjoints travaille. Donc, il n'y a que one breadwinner. Donc, un seul conjoint qui a un emploi. Et le deuxième scénario serait où les deux conjoints ont chacun un emploi. Dans les cas où les deux conjoints auraient deux ou plusieurs emplois, j'ai une vidéo spécialement dédiée aux personnes qui ont deux ou multiples emplois. Là, c'est totalement une autre situation. Alors, revenons à notre scénario. Nous commençons avec le premier scénario où il n'y a qu'un seul revenu dans le foyer. Notre personnage, Monsieur Andy, est conjoint à sa femme. Il est marié légalement à sa femme, Natacha, et ensemble, ils ont 3 enfants à charge de moins de 17 ans. Donc, ils ont 3 dépendants de moins de 17 ans. Et Monsieur Andy est le seul avec l'emploi. Alors, c'est ici que beaucoup de personnes se perdent. Avançons calmement. Puisque Andy est le seul avec la source des revenus et que son conjoint n'a aucun revenu, nous allons sauter la deuxième étape pour aller directement à la troisième étape. Et ici, comme nous avons dit qu'ils ont 3 dépendants de moins de 17 ans, et nous supposons que leur revenu se trouve soit 200 000 $ l'année ou encore moins de 400 000.
leurs revenus ensemble. À la case A, on nous demande de multiplier le nombre de dépendants qualifiés par 2200. Vu qu'ils ont 3 dépendants, nous multiplions par 2 et nous aurons 6600. Nous l'inscrivons ici à la case 3A. Et si ces couples avaient aussi dans leur foyer, dans leur ménage, un adulte qui est sous leur charge, on aurait aussi coché la case B. S'il s'agit d'un seul dépendant, ça peut être le grand-père, la grand-mère, un adulte ou un enfant de plus de 17 ans qui est encore sous votre charge, qui n'a pas de revenus, et c'est un order dependent. Ces genres de dépendants sont ce qu'on appelle le order dependent. Et vous allez multiplier par 500 pour le remplir dans la case 3B. Pour le besoin de cette vidéo, ils n'ont que 3 dépendants à charge de moins de 17 ans. Et dans la case 3, ici, on devrait mettre le total, puisqu'ici c'est 0. Notre total revient à 6600 $. OK? Il est important de rappeler que la loi recommande fortement de mettre à jour ces formulaires W4 à chaque événement important de votre vie. Anytime there is a life event, vous devez retourner vers votre employeur et essayer de mettre à jour votre formulaire. Ces événements peuvent être le mariage ou le divorce, un nouveau enfant, un nouveau emploi. À chaque fois qu'il y a ces genres d'événements, vous pouvez, et même après avoir suivi cette vidéo, si vous réalisez qu'il y a quelque chose que vous avez mal fait, vous pouvez toujours retourner vers votre employeur. C'est recommandé par la loi et ils ne peuvent pas vous en empêcher. Alors, l'étape 4. À l'étape 4, c'est la dernière étape avant la signature pour ce scénario. Cette section sert à indiquer les revenus pour lesquels vous souhaitez qu'un impôt supplémentaire soit retenu, comme les intérêts bancaires, les dividendes ou les revenus des retraites. Si vous ne percevez pas beaucoup de revenus de ce type, vous pouvez juste laisser cette section vide. En revanche, si vous percevez des montants importants, il peut être judicieux d'indiquer un montant afin d'éviter un solde à payer ou des pénalités ou des intérêts imposés par le IRS. La ligne 4B est généralement détectée automatiquement par le système lors des déclarations fiscales et la ligne 4C, elle ne nous est pas utile pour ces scénarios. Alors, Andy va donc signer et dater les formulaires et c'est tout. Ou si c'est fait électroniquement, il va juste submit. Alors, pour notre deuxième scénario, nous revenons donc à la deuxième étape qui est là où nous avions mentionné, il y a multiples emplois or spouse works. Donc, comme nos deux personnages ont chacun un emploi, nous revenons ici. Et l'option A nous dit qu'il y a l'estimateur que l'ARS nous propose, c'est un estimateur en ligne. Vous pouvez aussi aller dans ces sites pour faire les calculs. Mais pour le besoin de cette vidéo, nous allons utiliser la deuxième option. La deuxième option, c'est d'utiliser les multiples job worksheets on page 3. Donc, nous allons à la troisième page pour utiliser la feuille des calculs pour emploi multiples. Et nous allons, number 1, to jobs. Alors, je vais vous signaler une chose. Si les revenus d'Andy, de notre personnage fictif, des deux conjoints sont similaires, il suffirait juste pour eux de cocher ici la case C.
ici, par exemple, s'ils gagnent chacun 100 000 dollars l'année, Andy va cocher la case 2C et sa conjointe aussi, Natacha, cochera la case 2C sur chacun de leurs W4. Ensuite, ils doivent s'assurer de ne pas réclamer les mêmes enfants. Puisqu'ils ont 3 enfants, Andy, par exemple, peut claimer 2 enfants, ce qui ferait x 2, 4400. Et l'autre conjointe, Natacha, dans son W4, elle claimerait un seul dépendant et ça serait 2200. Donc si Andy claime 2 enfants, l'autre va claimer 1. Ou soit vice versa, il peut claimer un enfant et l'autre conjoint claime les 2 enfants. Donc si c'est 4400, on revient à 4400 parce que dans ces cas, il y aura 2 W4 à remplir, chacun pour son emploi. Et à ces stades, ils vont signer et puis dater et le remettre à leurs ressources humaines ou si c'est en ligne, ils les remettent en ligne. Revenons aux revenus différents à notre feuille de calcul pour emploi multiple qui est à la 3e page. Si les revenus ne sont pas similaires, la feuille de calcul est obligatoire. Alors, nous supposons que M. Andy a un revenu annuel de 150 000 dollars et que sa conjointe Natacha a un revenu annuel de 100 000 dollars. Cela nous emmène à la page 5. Et ici, nous regardons sur la colonne, nous allons partir avec le revenu le plus élevé, the higher paying job. Donc, comme c'est 150 000, nous allons nous focaliser ici, dans cette colonne de 150 000 à 239 999 dollars. Et les revenus le plus bas, qui est 100 000, nous regardons à la ligne, donc nous allons à la colonne et à la ligne. Nous trouvons 100 000. À la ligne pour les revenus les plus bas et à la colonne pour les revenus les plus élevés, les revenus les plus élevés. Ici, c'est 100 000 et nous regardons l'intersection de 150 000 à 100 000. Nous avons 17 040 dollars américains. Et nous allons prendre ces 17 040 dollars américains pour l'inscrire à la page 3. Ici, nous allons donc inscrire 17 040. Après, nous allons sauter la deuxième option parce que nous n'avons pas 3 emplois. Nous allons donc à la 3e étape. Ça nous demande d'insérer le nombre des pay periods, la période des paiements. Alors, nous allons donc déterminer le nombre des périodes de paye restantes. À supposer que M. Andy a son paiement, son salaire, chaque 2 semaines. So, on dira que son pay period est de every 2 weeks. Chaque 2 semaines. Dans toute une année, nous avons un total de 26 pay periods pour les gens qui sont payés chaque 2 semaines. Pour le besoin de cet exemple, admettons que nous sommes déjà après le 16, parce que nous sommes déjà au début de l'année, admettons que la situation s'est faite après qu'une pay period est déjà passée. Une période de paye est déjà passée. Donc, admettons que c'est après le 16 janvier. Ce que M. Andy va faire, il va donc soustraire le 26 semaines de l'année moins la semaine qui est déjà passée et il va rester donc 25 pay periods. Ici, dans la case, je vais réduire la caméra.
dans la case 3, nous allons donc mettre 25. Nous allons insérer 25. 25 pay period. Et la quatrième option, on nous demande de diviser le montant que nous avons trouvé ici, number 1, par le 25 que nous avons ici. Alors, nous allons faire 17 040 divisé par 25, ce qui nous donne, je vais encore bouger la caméra, sorry. Do this, yes. Ok, nous allons diviser et cela nous donne 681 000,60 par période. Donc, c'est ces mêmes montants que nous allons maintenant retourner pour insérer dans notre formulaire à la page des Extra Withholding, qui sera donc un montant de... Non. Sorry, je suis allée rapidement, j'ai oublié. Non, I'm correct. C'est ces montants-là que nous allons maintenant inscrire à 4C. Ici, nous allons taper 681,60 US dollars. Alors, c'est maintenant au couple de décider si ils doivent déduire tous ces montants dans le revenu de M. Andy ou encore ça doit être partagé entre les deux individus, les deux conjoints. Admettons qu'ils se décident de faire 50-50 ou soit il y en a qui se décident de faire 67% contre 33%. Mais allons juste à l'exemple où ils se décident de faire 50-50. Parfois, les gens tentent d'aller avec la personne qui gagne un peu plus. Peut-être qu'ils vont déduire 67% et pour l'autre personne, 33%. Mais pour le cas de cet exemple, utilisons juste 50-50. Dans ces cas, on va donc diviser 681,60 par 2 et cela nous va nous donner 340,80 $ chacun. Donc, sur le W4 de Monsieur Andy, on va noter 340,80 et sur le W4 de son conjoint, on va aussi noter le même montant, 340,80. Si on fait 50-50, c'est ça le montant. Au cas où on veut que l'entièreté soit déduite dans le W4 de M. Andy, nous allons réécrire le 681,60. Et si c'est décidé de faire 67 à 33, ça n'engage que eux. Et vous êtes en train de vous poser maintenant la question de savoir à quoi ressemblerait le W4 de Madame sa conjointe Natacha. Et pour Monsieur Andy, c'est à la fin, il peut donc signer et insérer la date et retourner le formulaire aux ressources humaines ou si c'était électronique, just submit. Allons donc voir à quoi ressemble le formulaire W4 de la conjointe. Tada! Et voilà donc le W4 de la conjointe. Ici, il y a le first name et l'initiale du middle name, last name, l'adresse qui correspond à l'adresse du conjoint et le statut fiscal qui est married, filing jointly. Ici, nous avons 2200 qui correspond à un seul dépendant, vu que l'autre conjoint a eu à claimer les deux autres dépendants. Et le extra withholding, vu que le couple s'est décidé de faire 50-50, elle va donc mentionner le 340,70 ou 80 et elle devra donc signer et dater les formulaires, puis c'est terminé. Une erreur courante est que le conjoint réclame le même enfant sur leur W4. Il faudrait beaucoup veiller à cela parce que les déclarations sont faites ensemble.
Donc les informations que vous remplissez en amont sur votre W4 doivent correspondre aux informations que vous allez fournir à votre tax preparer. Ça doit être les mêmes informations. Et aussi, les retenues doivent être équilibrées. C'est la raison de la case 4C. Sinon, vous risquez de devoir payer certaines pénalités. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si réellement ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de liker la vidéo. Surtout, partagez la vidéo à vos proches et abonnez-vous pour nous encourager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Mon nom est Nadège Noura. Je suis une Certified Tax Preparer ici au Texas et j'ai un cabinet de préparation fiscale aussi avec une MBA, Masters en administration des affaires. Sinon, merci et à très bientôt à la prochaine vidéo. Ciao!